Nous avons vu dans la capsule précédente que l'une des caractéristiques de l'État libéral, c'était qu'il était considéré comme un instrument. Ça a un caractère instrumental. Une deuxième caractéristique, c'est que l'État libéral doit être neutre sur le plan axiologique. Alors axiologique, c'est un terme que nous avons déjà vu en philosophie morale, ça renvoie à axios, les valeurs, et donc quand on dit que l'État doit être neutre sur le plan axiologique, on veut dire qu'il doit être neutre sur le plan des valeurs, sur le plan de la conception du bien, de la vie bonne que les individus entendent suivre. Et quelque part c'est logique, puisque nous avons vu que le libéralisme politique définit l'objet du politique par le fait de garantir la juste coexistence des libertés individuelles, donc clairement, il se concentre sur la question du juste, c'est-à-dire de la répartition des ressources à laquelle chacun devrait avoir droit. Je reviens un instant sur ces distinctions entre le juste bien que nous avons également vues en philosophie morale. Donc l'image que j'avais donnée, rappelez-vous, c'est l'image du gâteau. Le juste, c'est la question de la répartition d'un gâteau entre différentes personnes. Il peut y avoir différentes conceptions du juste, certaines qui vont dire que la juste répartition, c'est la répartition égalitaire, d'autres au contraire diront qu'il faut tenir compte des préférences de chacun, de la faim de chacun, quelqu'un qui a plus de besoins devra avoir une part plus importante que quelqu'un qui a moins de besoins ou qui a moins de plaisir à manger ce gâteau. Ou on pourrait encore avoir des conceptions de mérite, celui qui aurait fait le gâteau, qui aurait contribué à sa production, devrait avoir davantage de part de ses ressources. Donc des théories du juste, il y en a de nombreuses, mais elles entendent toutes répondre à la même question, quelle est la juste manière de répartir un gâteau entre différentes personnes. La question du bien, c'est plutôt celle qui suit. C'est une fois que chacun a eu la part de ressources à laquelle il a droit, c'est que doit-il faire de ces ressources? À quoi doit-il les consacrer? Comment les mettre en œuvre pour mener une vie bonne, pour être quelqu'un qui fait preuve de valeurs constitutives de ce que l'on appelle une bonne personne. Et là aussi, qu'est-ce que c'est une vie bonne? Qu'est-ce que c'est agir bien? Il y a place pour une grande diversité d'interprétations, de grande diversité de positions. Mais justement, la question politique est dès lors de savoir si l'on peut se contenter d'assurer le juste sans avoir, sur le plan politique une fois encore, à s'intéresser à la question du bien. Est-ce qu'en définitive, notre rapport à l'autre n'est qu'un rapport avec quelqu'un avec qui on coexiste, sur lequel il faut se partager? Est-ce qu'on est en définitive Robinson et Vendredi qui se retrouvons sur notre île et nous devons nous assurer que chacun a droit à sa part de ressources sur cette île? Ou bien est-ce que lorsque Robinson rencontre Vendredi, ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est qu'il va pouvoir nouer des relations, qu'il va pouvoir non plus simplement partager un espace, partager des ressources, assurer éventuellement une coopération dans la production de ressources, mais il va surtout rencontrer quelqu'un avec qui il va pouvoir nouer des relations, avec qui il va pouvoir créer une forme de petite communauté, en tout cas d'interaction, de dialogue, de vie commune, et de vie commune qui doivent non seulement être caractérisées donc par un partage équitable des ressources, mais également par un projet commun, projet qui va exprimer dès lors un certain nombre de valeurs. Alors, ce sont les deux manières de se rapporter à l'autre. Est-ce que l'autre c'est celui avec qui je vis, ou est-ce que simplement ce n'est que celui à côté de qui je suis? Si on vit avec, il faut partager un projet, il faut partager des valeurs. Si ce n'est que celui à côté de qui je vis, alors il suffit de se respecter mutuellement et éventuellement de coopérer lorsque c'est mutuellement avantageux, mais la relation sera toujours construite dans ce cas-là par la rencontre des intérêts, soit des intérêts qui s'opposent et qu'il faut donc équilibrer, il faut trouver la juste répartition entre des intérêts, le juste équilibre entre des intérêts divergents, soit des intérêts qui peuvent se compléter et donner lieu dès lors à une coopération. Modèle qui est en définitive le seul qui va intéresser le libéralisme sur le plan politique. Il ne nie pas que l'autre se réduit pas simplement à celui avec qui je dois partager les ressources, avec qui je dois coopérer. Les libéraux seront d'accord pour dire que oui, l'autre est aussi quelqu'un avec qui je vis, avec qui il est important de partager des valeurs, de partager des projets, d'être sur une même
conception commune de la vie bonne, sans doute lorsqu'on a, notamment dans le milieu familial par exemple, ou dans les relations privées, mais précisément, ce sont des questions qui doivent rester uniquement sur le plan privé. Les questions de religion, les questions de culture, les questions de valeurs, les questions liées au bien, ont leur légitimité dans la sphère privée, et justement, c'est parce que nous faisons face à une pluralité de ces conceptions de la vie bonne, parce qu'il y a une divergence dans les conceptions de la vie bonne au sein de la société, que l'État, lui, n'aurait pas de légitimité à défendre une conception plutôt que l'autre. Parce que s'il défendait une conception, il privilégierait certains individus, il les avantagerait dans leur poursuite de la vie bonne, alors que non, la seule chose qui doit caractériser un État libéral, c'est de répartir les ressources entre les individus pour permettre à chacun d'entre eux de vivre conformément à leur propre conception de la vie bonne. Donc, ce principe libéral était un principe aussi de pacification dans une société. D'abord, dans l'histoire de la modernité, de nos sociétés modernes, c'était notamment le conflit entre les protestants et la religion catholique, qui a énormément marqué l'histoire de l'Europe moderne, avec des guerres sanglantes, et donc au nom de deux conceptions différentes de la religion, on s'entretuait. Donc la perspective libérale, c'était bien une perspective de pacification. Mais ce qui nous paraîtrait aujourd'hui peut-être comme relativement anodin, qui d'entre nous sait exactement expliquer la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Donc pour nous, on aurait tendance même peut-être à voir cela comme étant une relative proximité par rapport à des cultures beaucoup plus différentes, ou des conceptions philosophiques différentes. Quand on voit un débat comme l'avortement, par exemple, qui met en présence des positions largement plus différentes que celles que l'on pourrait imaginer depuis le point de vue qui est le nôtre aujourd'hui entre protestants et catholiques. Mais voilà, typiquement un exemple sur les conceptions religieuses pour l'IVG, les orientations sexuelles par exemple, la question du mariage, est-ce qu'il doit ou non être réservé aux couples de sexes différents, ou est-ce qu'il peut être élargi aux couples de même sexe. Ce sont toutes des questions où la position libérale a tendance à dire « si vous abordez ces questions, vous ne pouvez les aborder qu'au nom du juste ». L'État n'a pas à entrer dans une forme ou une autre de légitimation de certaines conceptions du bien plutôt que d'autres. Il doit au contraire se limiter à agir sur la seule question de la répartition du juste et afficher sa neutralité sur le plan des valeurs, sur le plan axiologique. Alors on aura l'occasion de voir dans le 4e chapitre, le chapitre réservé à la critique communautarienne, ce qu'implique exactement cette neutralité axiologique, ses limites aussi, ce sera vraiment le cœur de la critique axiologique.